Et on va commencer donc avec la première table ronde. Je vous invite bien sûr à venir vous installer. Un grand merci encore à Conformity, qui est notre partenaire aussi sur l'événement et sponsor de la table ronde. Allez-y, allez-y, je vous laisse vous installer. Donc un sujet parfait pour lancer les échanges de l'après-midi avec ces nouvelles menaces et surtout les nouvelles coordinations entre les institutions financières. Karine, je te laisse peut-être commencer. Merci. Bonjour à tous, je suis ravie d'animer cette première table ronde de votre après-midi après cette introduction ô combien, j'allais dire, envoûtante. Je suis effectivement Karine Demonnet, je suis la directrice de la conformité et du contrôle permanent de BPI France. Et c'est une joie pour moi d'animer cette table ronde auprès de mes confrères, de mes pairs. Pourquoi notamment chez BPI France l'ADN, finalement, notre maison, c'est évidemment le partage et la collaboration entre institutions financières. J'ai aucun problème à vous dire que 100% de mes clients sont multibancarisés. Quand j'ai un client BPI France, il a forcément une relation bancaire avec un autre établissement financier, puisque chez BPI France, vous ne pouvez pas avoir de compte. Vous pouvez avoir des prêts, vous pouvez avoir plein de choses, mais vous ne pouvez pas avoir de compte. Par définition, moi, quand j'ai un sujet avec un client, et je suis directrice de la conformité et du contrôle, donc vous imaginez que les sujets que je peux rencontrer avec des clients sont souvent des sujets compliqués, ma première réaction est toujours de me demander, la banque principale de ce client, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Est-ce qu'elle a vu le problème que j'ai? Et dans ce contexte, quand on m'a demandé si participer à une table ronde autour de la collaboration entre établissements financiers, ça m'intéressait, j'ai répondu doublement oui. Alors, à mes côtés, je vais poser quelques questions et notamment, je vais commencer avec toi, Bibi, sur finalement, qu'est-ce que tu penses, toi? Pourquoi animer aujourd'hui? Pourquoi échanger dans cette salle, dans cette instance? Pourquoi échanger autour de la collaboration entre établissements bancaires? Eh bien, bonjour à tous. Donc, Bibi Ndiaye, je me présente rapidement. Donc, je suis chez BPCE, Caisse d'épargne Banque Populaire. Alors, j'ai en charge les problématiques de fraude externe. Deuxième point dont j'ai la charge, c'est l'utilisation de la data ILIA pour les fonctions de contrôle. Et le dernier point dont j'ai la charge, c'est la gestion des risques digitaux. Et donc, quand on dit risques digitaux, on l'a mis en place dans le contexte de la digitalisation des banques, qui est de plus en plus forte. Et donc ça nous met en face de nouvelles menaces qui sont beaucoup plus complexes, avec une fréquence qui est assez flippante en réalité, parce qu'on le voit à la fois sur les fraudes, mais également sur les montages que font maintenant les réseaux d'attaquants, sur des problématiques de cybercriminalité, sur le blanchiment, sur le financement du terrorisme et sur la fraude. Alors là, ça explose vraiment, quoi. Donc c'est quelque chose qu'on constate. Et comment dire, le problème qu'on a, c'est que... Enfin, le problème, je ne sais pas s'il faut appeler ça un problème. En tout cas, nous, les banques, nous respectons la réglementation. On en a beaucoup. Le problème qu'on a, c'est que ceux qui nous attaquent exploitent la réglementation. Donc c'est assez pénible, ils l'exploitent en plus en réseau. Donc pour lutter contre ça, je pense que nous, banques, on a intérêt à vraiment également nous mettre en réseau pour être davantage sur de l'anticipation que de la réaction. Voilà, donc je trouve vraiment très très utile et intéressant qu'on se retrouve ici avec, moi je vais dire mes collègues, pour réfléchir à ce sujet. Voilà, donc je suis ravi d'être là et je vois que la salle est pleine. Donc les fonctions de contrôle, ça attire. Voilà, ça me rassure. Et alors, avoir cette volonté commune de collaborer, c'est bien, mais si on y est encouragé par le régulateur, est-ce que c'est pas mieux? Zenatou, est-ce que je peux te demander Donc oui, bonjour, bonjour également, je me présente rapidement. Donc Zenatou Touré, je suis CEO chez BNP Paribas au sein de la conformité groupe. Donc j'ai en charge, pour faire simple, je vais dire tout ce qui est définition du cadre de gestion des risques de non-conformité du groupe BNP Paribas. Deuxième bloc, ça va être tout ce qui est autour de la stratégie techno-IA. Et puis, troisième point, j'ai également la supervision des opérations dans nos plateformes globales.
Et je réagis à ce que dit Bibi, c'est qu'effectivement, ça fait plaisir de voir autant d'intérêt. Alors c'est le croisement, je pense, entre le fait d'avoir des fonctions de contrôle, enfin sujet fonctions de contrôle, croisées avec les nouvelles technologies. Je pense que c'est ça qui fait le buzz. Donc, pour répondre à la question, hein, est-ce qu'il y a un intérêt à le faire? Absolument, c'est sans aucun doute. Est-ce que les superviseurs nous y encouragent de plus en plus, avec des maturités différentes cependant, parce que ce que j'observe, c'est que dans certains pays comme Singapour, le UK qui a été mentionné tout à l'heure, les Pays-Bas, il y a déjà cette impulsion et ce soutien assez fort des autorités de supervision pour encourager les établissements à se mettre ensemble et travailler à adresser un certain nombre de risques qui traversent l'écosystème. Voilà, donc on part sur des maturités qui ne sont pas exactement les mêmes, mais oui, ça a un intérêt absolu parce que on est tous, pour moi en tous les cas, ce que j'observe, c'est qu'on est benchmarké, on est comparé en permanence entre nous, vis-à-vis des autorités quand ils nous contrôlent. Et on est également, on a des demandes assez insistantes de se comparer avec nos pairs, même en interne. Donc certains des sujets appellent à de la collaboration parce qu'on doit être tiré par le haut et on arrive à se tirer par le haut quand on travaille ensemble sur ces sujets-là. Judith, souvent il y a un mythe, donc il y en a un premier qu'on vient de tuer, donc ça fait partie de nos convictions du jour, c'est oui, on a une volonté de collaborer, oui, les régulateurs, contrairement à ce que certains pensent, ne s'y opposent pas, encore faut-il fixer les limites qui sont nécessaires. Et il y a un autre mythe sur lequel je voudrais que tu interviennes et évidemment que tu te présentes, c'est celui de la réglementation. Oui, tout à fait, merci beaucoup Karine. Donc, je suis Judith Azevedo, je suis responsable des normes et du dispositif de LCBFT pour le groupe Crédit Agricole. Donc effectivement, moi, mon axe le principal, c'est le respect de la réglementation, puisque c'est dans mon métier. Et effectivement, encore aujourd'hui, on n'a pas de cadre réglementaire qui nous permette vraiment de pouvoir collaborer autant qu'on le souhaiterait, tant dans l'échange de données que dans l'échange de typologie. Et ça, c'est un vrai frein parce que ça a empêché pas mal d'initiatives au niveau français. Et demain, quand je dis demain, c'est en juillet 2027, avec la nouvelle réforme européenne qui va entrer en vigueur, on va rentrer dans un nouveau monde, dans une nouvelle ère, celle de la possible collaboration. Donc c'est très important, dans le règlement AML, on a un article, l'article 75, qui nous permet désormais d'échanger absolument toutes les informations que nous souhaitons, des données nominatives, des données transactionnelles, y compris des données sensibles sur l'origine raciale, les opinions politiques, etc., toutes les données sensibles, on pourra les partager demain dans le cadre d'un partenariat qu'il ne reste qu'à nous de définir. C'est vraiment une opportunité que nous pouvons saisir. Tout reste à construire, on a le cadre légal maintenant. Le RGPD ne nous empêchera plus de partager, de collaborer. Voilà, maintenant les solutions peuvent se mettre en place. Voilà, on a des opportunités à saisir et j'espère qu'on le fera. Parce que, comme l'a dit Bibi et comme l'a dit aussi Zainatou, aujourd'hui, si on veut être efficace en matière de lutte contre le blanchiment, on ne peut pas passer à côté d'une collaboration. Les criminels exploitent les failles, les criminels sont multibancarisés, par définition, les criminels se cachent. Donc si on ne se parle pas, on n'a aucune chance de mettre la main sur les criminels. Et quand je parle des criminels, je parle des gros, ceux qui blanchissent des milliards et des milliards au niveau mondial. Alors justement, Judith, tu as mis le point sur un sujet souvent qui nous bloquait jusque-là, le fameux RGPD. En matière de protection des données personnelles, souvent il a bloqué un certain nombre d'initiatives pour partager des données sur nos clients. On a avec toi, Frédéric, un témoignage, et on y reviendra notamment en fin de cette table ronde, sur la manière dont on a réussi à dépasser la contrainte
sur laquelle on avait tous un peu buté. Et on a quand même une première expérience réussie de collaboration entre un certain nombre d'établissements bancaires avec la solution qui fonctionne, la vraie vie, Conformity. Oui, merci Karine. Donc effectivement, je suis Frédéric Maille, un des 2 cofondateurs de la solution Conformity. Conformity, qu'est-ce que c'est? C'est la première plateforme en France qui fait de la collecte du dossier KYC de vos clients personnes morales, avec 2 objectifs. Renforcer la compliance de vos établissements. Deuxième objectif, renforcer la qualité de la relation commerciale avec vos clients. Comment on fonctionne? On fonctionne avec un principe clé qui est celui de la collaboration. C'est-à-dire qu'en fait, avec la solution Conformity, vous autorisez et vous donnez à vos collaborateurs une solution pour collecter plus facilement et vous donnez à vos clients la possibilité d'avoir un dossier unique dans lequel on dépose les choses une seule fois et qui peut être utilisé par plusieurs établissements bancaires. Et donc on a une information, une base de données KYC que l'on peut partager pour lutter contre la fraude plus efficacement. Alors pourquoi est-ce que je suis ravi d'être aussi présent aujourd'hui? Parce que finalement, on est dans un contexte dans lequel il y a plusieurs choses qui changent. Évidemment, la réglementation, on vient d'en parler. Je crois que ce qui change également, c'est la vision de vos collaborateurs sur les tâches administratives. Et ça devient un enjeu probablement de les outiller pour qu'ils travaillent plus efficacement. Et puis vous avez vos clients. Et je crois que les clients sur ces sujets administratifs sont prêts à évoluer et sont prêts aussi à dire « stop, j'en ai assez de faire du travail qui est redondant ». Donc on veut apporter, nous, à travers ce témoignage aujourd'hui, cette vision d'une solution qui tourne, qui marche, dans laquelle on a du collaboratif et qui permet d'éviter à chaque établissement d'empiler des euros pour faire sa propre solution propriétaire, alors qu'il y a des territoires sur lesquels la collaboration va amener du ROI et de l'efficacité. Alors justement, en parlant d'efficacité, souvent l'un des enjeux auxquels on est confronté, moi en tant que BPI France, souvent je demande à mes équipes front de faire un fameux KYC au moment où on va octroyer un crédit. Et mes confrères, mes pairs, mes collègues, souvent ils ont fait leur KYC lorsqu'ils ont ouvert le compte de ce même client. Et j'ai donc un décalage temporel. Et 100% des cas, la réponse que j'ai, c'est « Mais Karine, on est les seuls à demander ce que tu nous demandes. » Je sais que c'est faux, je sais que mes confrères demandent à peu près tous la même chose et obtiennent tous la même chose, à des temporalités différentes, certes. Et l'un des enjeux aussi, c'est lorsqu'on va mettre à jour régulièrement ces fameux dossiers KYC avec la révision périodique. Judith, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les évolutions réglementaires qui vont toucher ces sujets-là? Oui, alors d'abord je voudrais rappeler que le KYC, c'est un élément fondamental du dispositif de lutte contre le blanchiment. Avec la classification des risques, c'est ce qui permet de définir un profil de risque du client et de mettre en place les mesures de vigilance adaptées. Donc le KYC, c'est la base de tout. Et d'ailleurs, la CPR nous le rappelle assez fréquemment, presque tous les mois, avec une décision de sanction contre un établissement financier. Et dans cette décision de sanction, on voit toujours qu'il y a des griefs sur le KYC incomplet. Quand vous regardez ces décisions, vous vous rendez compte d'une chose, c'est qu'il n'en faut pas beaucoup pour avoir une sanction et qu'on est presque obligé d'aller vers une obligation de résultat. Je crois qu'on y est. On a souvent dit que la lutte contre le blanchiment, c'était une obligation de moyens, notamment à cause de l'approche par les risques. De mon point de vue, vu les exigences de la CPR, on est au niveau d'une obligation de résultat. La CPR est intransigeante sur la qualité du KYC. Et donc, nous, établissements financiers, nous devons être au rendez-vous des attentes de la CPR. Et ça va devenir de plus en plus compliqué. Ça est déjà aujourd'hui. C'est déjà très compliqué de mettre à jour un KYC. Mais demain, ça sera pire. Pourquoi ? Parce que la fameuse réforme européenne qui entre en vigueur en juillet 2027 va nous imposer des fréquences de révision maximales. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 10 ans pour réviser un KYC en cas de risque faible.
Demain, ça sera 5 ans maximum pour les risques faibles et les risques standards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fréquence de révision des KYC va s'accélérer. Et pour un client qui est multibancarisé, il pourra quasiment être sollicité tous les 2 ans pour remettre à jour son KYC. C'est absolument énorme et je pense qu'on va avoir de plus en plus de mal à répondre à cette exigence qui est pourtant fondamentale puisqu'elle est à la base de tout. Donc, la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est d'aller vers cette collaboration. C'est d'aller vers une mise à jour du KYC où on ne sollicite pas le client, mais où on obtient quand même des informations fiables et ce, rapidement. Et la seule manière de le faire, c'est de s'appuyer les uns sur les autres et donc de collaborer. Absolument. Le KYC, c'est l'irritant numéro 1 des trésoriers d'entreprise. C'est souvent également l'irritant numéro 1 des compliance officers ou le sujet numéro 1 sur lequel vos opérationnels ont envie de vous tuer. Et c'est un retour d'expérience que je vous partage. Zenabou, est-ce que tu peux partager avec nous de quelle manière cette collaboration, elle peut aussi impacter notre efficacité opérationnelle? Oui, donc en charge des moyens, y compris financiers, et des budgets, c'est un enjeu essentiel parce qu'on est tous... je pense, confrontés à ces sujets de trouver le bon équilibre entre l'efficience de nos processus et l'efficacité et d'avoir les traitements au bon coût. Et les exigences, je suis d'accord, Judith, vont continuer à exploser et la connaissance du client et également les impacts, on nous demande d'aller de plus en plus loin. Moi, ce que j'observe quand je regarde le contexte en Russie, ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est d'avoir une connaissance des clients et des réseaux de plus en plus poussés, de leurs transactions, des sous-jacents, etc. Donc, on va continuer à empiler les exigences. Il va falloir y répondre. C'est une obligation. Et il faut le faire en étant responsable au niveau de la dérive et de contenir les coûts autant que possible. Donc, il va être essentiel en matière d'efficacité opérationnelle de ne pas se disperser dans les investissements qu'on a les uns et les autres et d'aller vers un effort commun. Enfin, tout ce qu'on pourra dégager de cette collaboration nous permettra de peser moins sur les coûts et les investissements qu'on va devoir faire en interne sur ces sujets-là. Absolument. Bibi, est-ce que je peux t'entendre sur le sujet, sur les différents outils que les uns et les autres, on a tendance à vouloir développer, généralement d'ailleurs plutôt en interne, absolument. Parce que sur ces sujets-là, on a toujours tendance à se dire c'est un peu mes recettes secrètes, non? Absolument. C'est vrai qu'on a tous un petit peu c'est même plus un réflexe, c'est dans l'ADN de toutes les banques, de vouloir tendre absolument vers des solutions propriétaires. Mais voilà, en tout cas, on voit qu'avec les exigences qui sont croissantes, tout seul, si on veut absolument tout faire dans le détail qu'il faut, avec la bonne fréquence, sur l'ensemble des documents, ça va être de plus en plus compliqué. Donc vraiment, on a intérêt à tous collaborer et se partager ce qu'on peut se partager dans un contexte bien précis. Évidemment, on ne va pas tous partager non plus, hein. On reste des banques concurrentes quand même, et on ne peut pas... Voilà, on peut pas faire d'entente, mais sur des problématiques de type blanchiment, financement du terrorisme, fraude, là pour le coup, au-delà même des enjeux bancaires, il y a également des enjeux sociétaux, hein. Donc vraiment, il y a un intérêt à se partager et protéger les clients, la banque et même la société. Donc voilà. Et donc peut-être un point sur ce qu'on vient de discuter. Donc moi, c'est au-delà des échanges, il y a également se dire comment on peut utiliser les nouvelles technologies pour avoir des meilleurs KYC. Alors, nous, en tout cas, côté BPCE, l'orientation qu'on prend, hein, c'est de se dire on va demander des pièces que si vraiment on n'a pas le choix. Sur les personnes physiques, hein, là, parce que tout à l'heure, ce dont on parlait, c'était les personnes morales. Mais typiquement, aujourd'hui, on peut se poser la question de l'intérêt de demander un relevé de compte si on a les API d'ASP2. Où là, on se source directement de tiers de confiance. Voilà, aller demander une pièce physique qui risque d'être fraudée, l'intérêt est moyen. Donc il y a ce sujet-là. Et après, quand on regarde les personnes morales, là pour le coup, c'est un peu plus compliqué d'avoir ce genre de solution. Et c'est là qu'on arrive sur la nécessité de partage, parce qu'on a des documents qui sont divers et non standardisés en plus. Donc vraiment, si on a un contrôle qui est fait pour le compte de, je ne sais pas, X établissements bancaires, on a tous à y gagner. On y gagne en temps, en efficacité.
etc. Voilà. Maintenant, pour ceux qui vont nous aider à gérer ce partage de documents, de type conformity ou autre, demain, moi, le point d'attention, c'est quand même sur la qualité des contrôles. Parce que quand on fait les KYC, hier, on nous demandait d'avoir de la complétude des documents qui sont dans un dossier réglementaire. Aujourd'hui, on nous force, donc un peu pour aller dans le sens de l'obligation de résultat et pas obligation de moyens, à avoir des documents complets et conformes. Et là, ce que l'on voit, qui augmente de plus en plus, c'est que même la complétude et la conformité ne suffisent plus. Il faut complétude, conformité, ajouter la véracité et l'authenticité des documents. Donc on peut avoir des documents qui sont complets, conformes, mais fraudés. Donc il faut vraiment qu'on ait ce triptyque-là. Et donc voilà, donc ce genre d'investissement, on a intérêt à l'avoir ensemble et pas que chacun le fasse dans son couloir, parce que ça va nous coûter plus cher, ce sera moins fiable, on ne pourra pas profiter de la mise en commun des documents et des éléments pour optimiser l'efficacité de la détection que l'on va chercher dans les documents qu'on nous fournit. Donc vraiment, on a intérêt à partager et utiliser les nouvelles technologies pour nous protéger tous, en fait. Absolument. Donc vous l'avez noté, on est tous d'accord. Il faut qu'on collabore. C'est rare quand même. Hein. Petite minute de silence. Non, je blague. On est tous d'accord, mais pour autant, c'est difficile en vrai. Et je vous témoigne d'autant plus que moi, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis chez BPI France. Ça fait 10 ans que j'essaye de lancer des projets collaboratifs. Non pas parce que je ne sais pas travailler toute seule, mais parce que je suis complètement incompétente, mais parce que je suis intimement persuadée que la collaboration, c'est clé, c'est fondamental, et qu'ensemble, on est plus efficace. Mais en vrai, c'est compliqué de collaborer. Et je voudrais également qu'on prenne ce petit instant pour partager avec vous les freins de la collaboration. Pourquoi, au départ, on ne se dit pas tous « ouais, travaillons ensemble ». Pourquoi, au départ, on a cette crainte à travailler ensemble? Pourquoi, au départ, on ne veut pas ouvrir nos livres? C'est Nabou. Je pense que Vivi vient de les mentionner. En tous les cas, ceux qui me viennent immédiatement à l'esprit, c'est qu'on reste avant tout des concurrents, les uns et les autres, qu'on a peur de partager les savoir-faire, qu'on a peur d'ouvrir nos données aux confrères, que voilà, donc le réflexe de départ est plutôt un réflexe de protection. Voilà, ça c'est le premier point que je vois. Et puis le deuxième, c'est également ce qui vient d'être dit sur les règles de concurrence qui existent et qui sont... effectivement, on a un cadre réglementaire qui évolue, mais il faut qu'on soit vigilant à ne pas dépasser la fine ligne entre cette collaboration et puis breacher des règles competition law. Et donc, ça veut dire bien choisir les sujets. Ça veut dire bien choisir les espaces dans lesquels on peut engager ces collaborations sans avoir ces craintes d'y aller tous ensemble. Judith, parmi les freins, c'est « Ah oui, mais moi, ma procédure, elle prévoit ça, ça, ça. Et la tienne, chez Crédit Agricole, je suis sûre qu'elle ne prévoit pas exactement la même chose. » Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis tout à fait d'accord avec toi. On parlait tout à l'heure de fragmentation du cadre réglementaire. On a aussi cette fragmentation à l'intérieur même d'un pays, puisqu'effectivement, la réglementation aujourd'hui, elle est très générale. Elle est très générale et donc on nous demande de connaître notre client, mais on ne nous dit pas comment il faut faire. Bon, ça nous allait bien pendant un certain temps, mais maintenant on commence à en voir un peu les limites. Par exemple, quand on parle de la vérification d'identité, bon, ça a l'air simple comme ça, mais en vérité, effectivement, chaque établissement a défini les pièces d'identité qu'il accepte. Et cette liste, en fait, elle n'est pas identique pour tous les établissements, tout simplement parce qu'on n'a pas tous la même approche par des risques. On n'a pas tous les mêmes outils, notamment pour s'assurer que le document est un document réel, vrai, authentique. Et donc, on va définir des procédures en fonction des outils qu'on a et aussi en fonction de notre appétence au risque. Au-delà de ça, il y a aussi une question d'interprétation de la réglementation.
Comme je vous l'ai dit, la réglementation, elle est assez vague. Et donc, on essaye tous de comprendre ce qu'attend le régulateur, sachant qu'en matière de conformité, et plus encore en matière de lutte contre le blanchiment, on nous donne des objectifs. Vous devez savoir, vous devez arrêter les transactions, vous devez déclarer. Oui, mais exactement, qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est à nous de le comprendre. Et notamment, un autre exemple sur les bénéficiaires effectifs. Bon, on nous donne une belle définition. Le bénéficiaire effectif, c'est celui qui détient les 25% des droits de vote ou du capital. Ben, je peux vous dire que rien que ce petit bout de phrase est extrêmement compliqué à mettre en œuvre parce qu'on a une diversité des types de structures en France qui fait que ça ne colle pas. Hein. Les 25% de capital ou de droit de vote, il y a 1000 manières de les calculer. On a des cas d'indivision qui rendent également complexe le calcul. Et donc, finalement, on a tous notre interprétation. Et en fait, cette interprétation, il faut qu'on la fasse rentrer dans un process opérationnel qui va s'appliquer à des millions de clients. Donc, on ne peut pas faire dans la dentelle. Hein. On ne peut pas aller faire une petite règle de gestion pour chaque type de société. C'est titanesque à faire. Et donc, on doit faire des choix. Des choix qui visent à répondre à la réglementation et qui en même temps visent à répondre aux contraintes opérationnelles. Et ces choix, chaque banque les fait, forcément. On est tous, j'ai envie de dire, souverains, et donc chaque banque les fait. Et la réglementation LCBFT, elle existe depuis tellement longtemps, une trentaine d'années, qu'en fait, nous avons tous construit nos procédures, nos process au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de l'enrichissement de la réglementation. Et donc aujourd'hui, partager, c'est compliqué parce qu'on a tous notre vision de la réglementation. Et ça, c'est effectivement assez... c'est ce qui freine le plus le partage, la collaboration. Mais peut-être une lueur d'espoir quand même dans tout ce... dans tout ce que je viens de dire qui est un peu anxiogène. C'est là aussi la future réglementation qui va rentrer en vigueur en juillet 2027. Oui, parce que le régulateur européen, lui aussi, s'est rendu compte qu'il y avait une fragmentation assez importante, assez inquiétante et surtout qui empêchait la bonne mise en œuvre des obligations de lutte contre le blanchiment. Et on a bien vu qu'il y a eu des énormes scandales financiers en Europe qui viennent de cette fragmentation de la réglementation et de sa compréhension. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on l'a fait exprès. Hein. Chaque banque a mis en œuvre la réglementation avec en croyant bien faire, mais néanmoins, il y a des trous dans la raquette. Et donc, ce que le régulateur européen va faire d'ici 2027, c'est de préciser ses obligations. On va avoir beaucoup plus d'harmonisation des exigences en matière de KYC. On va savoir c'est quoi la connaissance client, qu'est-ce que je dois aller prendre comme pièce, c'est quoi vérifier l'identité, qu'est-ce que je dois aller prendre comme document. Et donc, finalement, ce paquet AML va nous permettre de faire ce qu'on souhaite tous depuis très longtemps, c'est mieux partager, mieux collaborer, aller à l'essentiel, ne pas se perdre dans des problématiques administratives et pouvoir mettre les moyens dans la détection des opérations atypiques et donc dans la détection des flux illicites. Une lueur d'espoir. Bibi, est-ce que tu veux nous partager toi aussi ta perception, ce que tu imagines comme oui, il y a de la lumière au bout du tunnel? Écoute, là, je vais bien être obligé de trouver un peu de lumière parce qu'effectivement, on a énormément de freins. Alors, tout ce qu'on vient d'expliquer, je suis en phase avec tout ça. Hein. Peut-être pour rajouter un frein quand même, mais juste après, je vais donner des lueurs. Je vais mettre une lueur d'espoir, ne t'inquiète pas. Mais en fait, ce que je veux ajouter par rapport à ça, c'est que il y a également la culture interne quand on est un groupe bancaire, ce qui est tous notre cas. Hein, c'est que c'est pas parce qu'on est un groupe bancaire que c'est facile en interne. Alors, moi je suis chez BPCE et très fier d'être chez BPCE, mais contrairement au Crédit Agricole, nous on a deux réseaux. Crédit Agricole c'est une couleur, c'est Crédit Agricole, c'est la couleur verte. Nous on a les rouges et les bleus, on a un réseau caisse d'épargne, un réseau banque populaire, et si vous êtes des clients, j'espère, des banques populaires et des caisses d'épargne, être client d'une caisse d'épargne, ce n'est pas être client d'une banque populaire. Donc c'est vraiment deux réseaux différents, quand bien même on est dans le même groupe bancaire. Alors à cela s'ajoute
les autres banques du groupe, de type la Banque Palatine, le Crédit Coopératif, Natixis, etc., etc. Chacun a ses process, chacun a des outils. Donc déjà pour partager en interne, je vous assure que c'est pas facile. Donc je pense que pour Crédit Agricole, qui est un groupe bancaire, c'est à peu près pareil avec toutes les autres filiales de lease, financement, etc. Idem pour BNP Paribas, idem pour tout le monde en réalité. Donc c'est vrai que des freins, on en a. Alors maintenant, les lueurs d'espoir, parce qu'il faut quand même en trouver un petit peu. S'il te plaît, regarde, ils attendent tous. Écoute, voilà. En plus, il y a une lumière pile en face de moi, exactement. Donc c'est très bien. Paradoxalement, c'est aussi la réglementation, en fait, notre lueur d'espoir. Parce que là, on le voit avec la DSP3 qui est en train d'être écrite, hein, qui va mettre la lutte contre la fraude comme un intérêt majeur par rapport à la protection de la clientèle. Donc, une fois qu'on dit ça quand même, c'est qu'il pousse énormément les banques à échanger dans le cadre de cette réglementation qui est en cours d'écriture, donc DSP3 RSP, sur les paiements. À côté de ça, on a également l'ACPR quand même, avec le pôle FinTech et Innovation qui a tenté pas mal de choses et qui continue de tenter. Hein. Il y a eu les tech sprints, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait eu des tech sprints par exemple sur l'explicabilité de l'intelligence artificielle pour montrer qu'on a intérêt à échanger sur des thématiques communes pour gagner en explicabilité des modèles d'IA qu'on peut appliquer à la banque. Donc ça avait plutôt bien marché. Il y a eu une tentative de partage de données sur les problématiques de détection sur le blanchiment et le financement du terrorisme. Bon, malheureusement, ça s'est mis en stand-by. Mais là, je comprends, Zainabou, qu'il y a une ouverture avec maintenant l'utilisation de l'IA. Donc, en partant des nouvelles technologies, comment est-ce qu'on peut favoriser l'échange entre les banques? Donc, ça, c'est en cours. Et donc, voilà. Et par ailleurs, on a également des initiatives en France hein, sur le partage, par exemple, des IBAN frauduleux, qui s'appelle MISP. Donc ça, c'est en cours. Et on le travaille avec la Banque de France, qui va potentiellement être le tiers de confiance. Alors, bien sûr, ça nécessite des évolutions de la loi, etc. Mais le sujet est en cours et n'est pas bloqué. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui sont en cours. Et puis là, on est au RegTech Day. On compte aussi sur les RegTech quand même pour proposer des innovations qui vont permettre de respecter les réglementations et de favoriser les échanges d'une façon peut-être un peu plus innovante qu'un simple partage, un simple partage de données comme ça classique. Donc il y a peut-être de l'innovation aussi qui peut venir des RegTech, voilà, qui va pouvoir nous aider. Alors ça tombe bien parce que moi, généralement, quand je présente Conformity en interne chez BPI France, je te présente comme étant une RegTech, en disant, voilà, on a fait le choix de s'associer à un tiers de confiance, qui est Conformity, avec 2 établissements bancaires reconnus, Crédit Agricole, Arkea, Crédit Mutuel. Nous sommes tous les 3 avec BPI France à Ton Capital et on est fiers d'avoir participé à cette première initiative de réel partage autour du KYC de nos clients. Frédéric, partage-nous cette lueur d'espoir, cette lumière au bout du tunnel, avec un vrai témoignage sur un sujet parmi tant d'autres. Merci Karine. Donc oui, effectivement, je suis très fier d'avoir co-construit une solution en utilisant une démarche de collaboration et qu'on réussisse à montrer que ça marche, que ça fonctionne. Ce n'est pas juste de l'idéation. Quand on a un certain nombre de bons ingrédients dans la recette, la collaboration fonctionne. Je voudrais partager quelques ingrédients de cette recette avec vous. J'en vois 3, il y en a beaucoup d'autres. J'en vois au moins 3. La gouvernance, la standardisation, et puis un a priori, on va dire une volonté d'être agnostique sur l'aspect technologique. Si je commence par la gouvernance, rien n'aurait pu être fait sans la confiance, et la confiance, elle vient aussi avec le rôle d'un tiers de confiance dans ces solutions. On parle quand même de vos clients, on parle quand même de données qui sont partagées, et il faut que chaque partenaire ait la conviction, et plus qu'une conviction, des outils juridiques pour faire en sorte que la solution qu'il utilise et qui sera collaborative reste dans les règles et reste dans l'épure de ce que le groupe bancaire veut faire. C'est pour ça que vous êtes au capital, c'est pour ça que vous participez au board et que finalement les directions commerciales, technologiques, stratégiques que prend Conformity sont alignées
avec vos objectifs à vous. Donc la gouvernance. Deuxième élément, c'est comment on standardise. Standardisation, quand on a commencé, tout le monde a dit c'est impossible. On fait mieux ou on fait plus. Et puis quand on a commencé à faire des ateliers de travail et à voir concrètement qui fait quoi et comment, on s'est rendu compte qu'il y avait 90% des choses qui se font de façon commune. Et puis on a rajouté dans la recette aussi un petit diable qu'on a au-dessus de l'épaule qui s'appelle le client. Parce qu'effectivement, c'est important de se comprendre aussi et de savoir ce que concrètement dit le client quand il s'agit de vous fournir un certain nombre d'informations. Et quand on met tout ça autour de la table, eh ben on arrive à ce qu'on a appelé, nous, un socle normatif conformity qui couvre 80% de vos besoins. Et avec la technologie que l'on ajoute, on va rajouter les 20% de spécifiques dont vous avez besoin pour compléter soit vos diligences, soit une opération, un financement que vous êtes en train de mettre en place. Donc, standardisation, on dit que ce n'est pas possible. Quand on veut bien regarder les choses de façon détaillée, et comme vous l'avez tous évoqué avec l'évolution de la norme, on est de plus en plus dans cette volonté de partager un socle commun. Le troisième élément, c'est la technologie. Mon système est le meilleur, où j'ai les meilleures équipes et on va investir des millions dans la solution. Et vous avez tous des solutions qui sont extraordinaires. La seule chose, c'est que là aussi, si on écoute votre client, elles sont certes extraordinaires, mais elles sont différentes. Et donc, il y a à chaque fois la notion de répétition, plus la possibilité pour les mauvais joueurs de dire « je vais jouer en déposant telle information dans la solution de A et puis telle autre information dans la solution de B ». L'intérêt d'avoir une solution agnostique, c'est de pouvoir être déployé de façon opérationnelle extrêmement rapidement, de ne pas être dépendant de votre système d'information. De votre côté, c'est d'avoir de la vélocité, de la rapidité pour trouver des solutions, de ne pas risquer d'accumuler des dettes techniques et d'intégrer toutes les nouvelles briques technologiques de contrôle, de supervision, d'IA que vous voulez, parce que comme vous participez à la gouvernance, on va faire évoluer la solution en même temps que vous. Voilà les 3 points clés que j'ai notés, moi, dans l'histoire Conformity, qui permettaient d'avancer et de faire en sorte qu'aujourd'hui, on fait x2 chaque année en nombre d'entreprises utilisatrices de Conformity. Et donc, ces entreprises utilisatrices sont vos clients. Et on arrive aujourd'hui à faire des améliorations en taux de complétude et de compliance dans nos banques partenaires, jusqu'à atteindre des taux de plus de 95%, là où on partait plutôt de 60, 65, 70%. On arrive à apporter du ROI par rapport à tous les efforts financiers que vous engagez, et du ROI en moyenne de 25% sur notre proposition commerciale. Absolument, merci beaucoup Frédéric pour ce témoignage, et c'est d'autant plus notable que tout ça, on l'a fait en toute transparence vis-à-vis du régulateur, qui est la CPR. On les a vraiment associés à notre feuille de route, qui était au départ une feuille de route intellectuelle, qui était au départ même une volonté, un doux rêve, qui progressivement s'est transformé en solution opérationnelle. Parce qu'en effet, et je suis complètement alignée avec tout ce que vous avez dit, il y a un truc quand même qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, un établissement bancaire peut se faire sanctionner parce que le KYC de son client n'est pas complet, alors que son client est totalement honorable. La sanction ne signifie pas « j'ai accordé un prêt » ou « j'ai ouvert un compte à un client qui a des activités illégales, illicites, qui participe à du blanchiment ou à du financement du terreau ». Non, c'est « j'ai pas respecté toutes les pièces et toutes les informations que je devais collecter et maintenir à jour sur la connaissance du client ». C'est quand même fou. Il n'y a pas d'infraction sous-jacente in fine du client. Mais moi, établissement bancaire, je n'ai pas l'ensemble des éléments nécessaires pour prouver que je suis sûre qu'il n'y en a pas, alors je vais me faire sanctionner. Waouh! On a vraiment intérêt à être bon. On est bon quand même. On est bon. Alors, c'est l'obligation de résultat. Obligation de résultat, absolument. On ne peut plus dire... Non, mais mon client, il est honnête, mon client, il est honorable. Je le sais, je le connais depuis 20 ans. Ça ne marche plus. Je voulais partager, le sujet est extrêmement sérieux, évidemment. Ici, je mets un peu d'ironie
et de sourire là-dedans, c'est parce que les enjeux nous dépassent et les enjeux sont extrêmement sérieux. Mais il nécessite qu'on prenne ce recul nécessaire. Il nécessite qu'on se dise que les outils dont nous disposons aujourd'hui, les fraudeurs sont de plus en plus bien lotis. Il faut que nous, qui luttions contre ces fraudeurs, soyons encore plus intelligents qu'eux et soyons encore plus forts. Du coup, je regarde ma montre et je me dis qu'il va falloir conclure. Et je vais évidemment vous repasser la parole à chacun d'entre vous. Je vais commencer avec toi, Zainabou. Qu'est-ce que tu veux nous dire pour conclure là, ce petit moment de partage? C'est la réalité, en fait. On va tous et on est tous en train de sauter dans le bain. Et on ne veut pas être les premiers à sauter, mais en même temps, on est obligé de faire le pas par rapport à toutes les opportunités en matière techno. Donc, les interactions avec les superviseurs, là où ils ne seront pas moteurs pour nous amener à collaborer, il faudra qu'on les identifie et qu'on ait les interactions avec eux pour qu'ils nous accompagnent dans la prise de risque. Donc voilà, on est plus fort ensemble, il faut le faire de manière sécurisée et on va sauter dans le bain. Enfin, il n'y a pas d'alternative pour moi. Judith, on sait nager? Je suis tout à fait d'accord avec ce que Zainabou a dit. Et effectivement, il faut qu'on embarque le superviseur. Il faut qu'il nous encourage à mettre en place ces solutions technologiques de partage entre nous. Et la manière de nous encourager, c'est de nous donner le droit à l'erreur. On peut mettre en place une solution qui va peut-être pas marcher à 100%, mais elle sera efficace dans la plupart des cas. Ça, il faut que le superviseur soit d'accord avec ça. Et donc, il faut qu'on dialogue avec lui, il faut qu'il montre aussi de l'ouverture vis-à-vis de ça. La CPR a lancé quelques initiatives, ce qui montre que, ils sont prêts à eux-mêmes tester les choses. Et je pense qu'ils doivent aller plus loin en nous laissant cette opportunité de développer plein de solutions et de voir celles qui fonctionnent et de nous laisser du temps pour le faire. Et qui dit du temps dit forcément le droit à l'erreur. Bon, on peut se tromper. Bon, c'est pas grave s'il y a eu quelques KYC qui n'ont pas été faits. Bon, s'il n'y a pas eu d'opération atypique derrière, bon, c'est pas une catastrophe. Voilà, il faut qu'on arrive à mettre un peu de souplesse dans la vision du superviseur, même si c'est bien qu'il ait de l'exigence, parce que ça nous pousse nous-mêmes à avoir de l'exigence, donc c'est normal. Mais il faut qu'on arrive à trouver un juste milieu pour aller vers cet espace collaboratif et donc s'améliorer. Voilà, il faut accepter que dans un premier temps, ça ne soit pas tout à fait conforme pour avoir un objectif meilleur qui est celui de l'efficience, de l'efficacité. Bon, on est au RecTech Day, alors on se parle un peu d'IA pour conclure ou pas? Je pense que c'est utile et intéressant. Et pour les RecTech, en tout cas, moi, si j'ai un mot de fin pour les RecTech, c'est investissez sur le contrôle documentaire. Vraiment, on le voit avec l'émergence de l'IA générative. Franchement, les sujets de KYC vont être ultra compliqués. La détection va être très, très compliquée. Et voilà, donc nous, les banques, on a intérêt à échanger entre nous, mais on a également intérêt à investir dans des solutions de détection pour imaginer ce que seraient des documents fraudés en utilisant de l'IA générative qui sont hyper compliqués à détecter, vraiment, quand on a des réseaux qui nous attaquent en face. Donc voilà, donc j'imagine que Conformity, par exemple, va s'y mettre, ou s'y est déjà mis d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment un mot de fin pour les RecTech. C'est un terrain de jeu qui est magnifique, il y a plein de choses à faire, et l'investissement vaut le coup. Donc pour ceux qui peuvent, en tout cas, moi je vous conseille de beaucoup investir sur la détection de la fraude documentaire. Voilà. C'est le temps pour moi de remercier l'ensemble des participants. Je crois qu'on est pas mal en termes de timing. Il nous reste 2 minutes juste pour conclure, mais très rapidement. Je ne sais pas si Frédéric, tu veux dire un dernier mot ou si on est bon. Je ne vais pas rater l'occasion de donner un dernier mot en indiquant que dans toutes les réflexions que vous pouvez avoir, Conformity, en tant que tiers de confiance, joue aussi le rôle de celui qui rappelle que vous avez des clients et que les solutions, les contraintes que vous avez, elles doivent aussi intégrer cette vision client. C'est pour ça qu'on demande aussi souvent des retours de leur part, qu'on demande de la satisfaction et des améliorations pour eux, et également les collaborateurs, parce qu'on est en contact avec eux et qu'on sait que vous avez besoin dans vos établissements
d'outils qui bénéficient aussi à vos collaborateurs pour être plus efficaces. Le mot de la fin, c'est toujours un peu compliqué. Je vais essayer de faire une petite ouverture parce que compte tenu de la journée et des ateliers qui vont nous succéder, je pense qu'on a été unanime, il n'y a pas de débat, il faut qu'on collabore entre nous, mais il faut qu'on soit plus efficace et qu'il faut qu'on soit en fait des compliance officers au sens large, augmentés par des outils. Les outils, souvent, ils sont dans la salle, ou en tout cas, ils sont dans vos cerveaux, ils sont en train de se développer. Nous, il faut qu'on ait la capacité de réfléchir ensemble, mais également chacun peut-être dans nos couloirs de nage sur les outils de demain. Comment est-ce qu'on arrête, enfin on le sait tous, on a parlé un peu d'efficacité opérationnelle. Nous n'aurons pas des effectifs de X milliards de personnes pour contrôler les X milliards de documents que nos clients nous soumettent. Il faut qu'on soit efficace, il faut qu'on réfléchisse avec nos directions générales pour leur démontrer la valeur ajoutée et la pertinence des contrôles. Et nécessairement, la digitalisation de tous les parcours clients passe également par une digitalisation de la fonction de compliance et de la fonction de conformité. Donc on n'a pas peur des RegTech, on n'a pas peur des outils de demain et on appelle de nos voeux les plus chers à ce que vous soyez encore plus efficaces que nous pour qu'on travaille tous ensemble et qu'on arrive au mieux à respecter nos obligations réglementaires qui sont devenues quasiment des obligations de résultat. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous.